Bien déjà, bonjour, bonjour à tous et puis bienvenue pour ceux que j'ai pas eu l'opportunité de saluer. Donc très heureux de pouvoir vous retrouver pour ce premier webinaire organisé par Football Coaching. Voilà, une série de webinaires qu'on souhaite proposer et mettre en place autour de l'entraînement du joueur. Alors quand je dis entraînement du joueur, c'est entraînement du joueur, de la joueuse. Hein, voilà, je prends la globalité. Hein, c'est Epicène, c'est pas que les garçons. Ça concerne aussi le public féminin. Et puis tout ce qui est en lien aussi avec l'apprentissage du joueur. Donc voilà, on est content de pouvoir compter sur vous sur ce premier webinaire qui, j'espère, en appellera d'autres et vous permettra d'avoir quelques idées pour la mise en place de vos séances d'entraînement en tant que coach, éducateur, responsable technique ou dans vos missions de coordonnateur technique peut-être dans vos clubs. Je vais commencer peut-être par me présenter. Voilà, puisque peut-être certains d'entre vous me connaissent et d'autres pas. Donc moi, je suis Luigi Rena, je suis le président fondateur de Football Coaching. Je suis actuellement entraîneur dans une structure de haut niveau. J'encadre une catégorie au niveau de la préformation. Donc c'est les U14, U15. Et un des objectifs de Football Coaching, en fait, quand j'ai créé cette structure, c'est on se définit en fait comme une organisation un peu apprenante. D'où l'idée aujourd'hui de partager avec vous et avec Michael ce webinaire sur l'entraînement cognitif parce que c'est une thématique qui moi, m'interpelle et sur laquelle j'essaie de travailler dans mon quotidien d'entraîneur. Et bien évidemment, quand on s'interroge sur une thématique, eh ben, on fait appel à des spécialistes. Voilà. Donc, nous, on a le plaisir ce soir de recevoir Michael. Michael, il prendra le temps de se présenter, bien évidemment. Ancien joueur professionnel, il entraîne les gardiens de but actuellement au Paris FC. Il a fait la Coupe du Monde et les JO. Hein. Tu me dis si je me trompe, Mika, avec l'Algérie. Donc, pour moi, c'est une des références en France. Et je ne le dis pas parce qu'il est là, je le dis parce que je le pense sincèrement. Une des références en France sur tout ce qui est en lien avec la recherche, l'innovation sur l'entraînement cognitif. Vous avez dû sans doute voir des choses passer sur Internet, dans des reportages, Canal, Bein, etc. Déjà, Mika, voilà, je voulais te remercier pour le temps que tu nous accordes, te féliciter pour tout le travail que tu fais et ce que tu mets à disposition des gens et ce que tu partages. Moi, j'ai la chance de pouvoir échanger avec toi au quotidien. Donc, ce que tu vas faire ce soir, c'est que tu vas pouvoir échanger avec d'autres personnes et ça, c'est très bien aussi. Et voilà, tu fais preuve de beaucoup d'humilité, tu restes très disponible pour moi et pour les autres personnes. Donc, encore un grand merci. Et puis, merci pour tous les échanges et les riches échanges qu'on peut avoir parce que c'est toujours intéressant. Et c'est, je pense, de cette façon-là, en partageant les choses, qu'on arrive aussi à progresser, à grandir et puis à se transformer et à évoluer, en tout cas, dans notre pratique d'entraîneur. Voilà pour cette introduction sur le webinaire. Alors, vous présentez très, très succinctement Football Coaching. En fait, l'idée, c'est que nous, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va simplement vous expliquer, en tout cas, moi, vous expliquer le but de notre organisation. En fait, on est une structure d'accompagnement et de développement et on s'adresse à 3 entités. La première entité, c'est tous les clubs au niveau de la structuration, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner sur ce qu'on appelle la mise en place de départements de méthodologie de l'entraînement et la mise en place de projets de jeu. J'ai eu l'opportunité d'écrire un livre sur le projet de jeu, donc j'essaie d'en faire profiter aussi les clubs qui me sollicitent. Ah, par contre, on a un micro qui est ouvert, donc si on peut couper les micros. Donc voilà, premier objectif, c'est d'accompagner les clubs dans leur structuration. Ensuite, le deuxième objectif, c'est qu'on va essayer d'accompagner les joueurs dans ce qu'on appelle l'optimisation avec une méthode d'entraînement spécifique et qui fait la part importante en fait à tout ce qui est en lien avec l'optimisation de la structure cognitive du joueur. Et puis, le troisième point sur lequel on intervient chez Football Coaching, c'est les entraîneurs. On accompagne les entraîneurs dans le cadre de formations qu'on propose. Et puis, je vous en parlerai en fin de webinaire. On organise une formation au mois de juin, plus d'autres formations qui vont arriver. Donc, voilà, l'idée, c'est dans le cadre de Football Coaching, de faire en sorte de se poser la question de savoir comment on peut former des joueurs intelligents et une équipe intelligente. Donc, toute la méthode qu'on essaye de mettre en place, ça tourne autour de ces 2 questions-là. Comment, en tant qu'entraîneur, je peux former un joueur et des joueurs intelligents? Et si je forme des joueurs intelligents et que je les mets en interaction, eh bien, finalement, comment je vais faire en sorte de former une équipe intelligente? Voilà pour la présentation sur Football Coaching. Donc, le webinaire, avant de donner la parole à Mika, va s'organiser en 2 temps. Le premier temps, ça va être une intervention d'une 30aine de minutes
sur laquelle Mika va répondre en fait aux différentes questions que vous lui avez posées. Donc, il va nous donner son ressenti d'entraîneur parce que c'était important pour moi d'avoir un entraîneur Bonjour. qui soit sur le terrain. Bonjour. Et puis, on aura une deuxième partie où là, ça sera un temps d'échange. Et suivant le temps du question auquel il aura répondu Mika, on s'accordera quand même un temps d'échange pour que vous puissiez être en interaction avec Michael et que vous puissiez aussi lui poser des questions qui n'ont pas été évoquées sur le temps d'intervention de Michael. Sachant qu'on est parti sur l'idée de faire 3 grandes thématiques. Une première thématique qui est en lien avec l'entraînement cognitif. Qu'est-ce que l'entraînement cognitif? Une deuxième thématique en fait qui va être en lien avec un peu plus l'entraînement sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur le terrain en termes de séances d'entraînement? Et puis une troisième thématique qui est en lien en fait avec la programmation et la planification. Voilà en gros la façon dont on va s'organiser ce soir. Bien, j'ai fini pour moi, Mika. Si tu veux prendre le relais. Mais écoutez, tout d'abord, je suis très content d'être avec vous et merci pour l'invitation. Bon, moi, je viens vraiment avec beaucoup d'humilité. Voilà, j'ai la chance de faire un métier que j'aime énormément, avec beaucoup de passion et dans le milieu professionnel. Il faut savoir que je viens du milieu amateur, moi. Donc, j'ai gravi un petit peu tous les échelons, comment dirais-je, par rapport à mon vécu, par rapport à la sollicitation que j'ai pu avoir sur différentes sélections de jeunes, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup le football amateur. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Et donc, aujourd'hui, nous, dans le milieu professionnel, on a beaucoup plus de moyens pour pouvoir parler de l'entraînement cognitif, etc. Mais vous allez voir qu'il y a des choses très simples à mettre en place pour pouvoir travailler le cognitif, parce que le cognitif, c'est un bien grand mot et que de grandes définitions. Donc, on va en discuter, savoir aussi quelle est vos sensibilités par rapport à ce mot, à cette détermination, et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que en 2012, moi, j'ai eu la chance en 2010, pardon, excusez-moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. C'était l'armée. Donc, avec les compétences qu'ils ont et par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils entreprennent, je trouve qu'ils ont une capacité d'anticipation de choses hyper importantes dans le domaine de l'évolution, que ce soit scientifique et surtout technologique. Donc là, par rapport à tout ça, moi, j'ai vraiment, sans jeu de mots, j'en ai pris plein les yeux par rapport à ce qu'ils m'ont apporté. Et depuis 2010, je collabore avec eux sur plein de sujets. Et puis, pareil, avec des ressentis que moi, j'ai en tant qu'entraîneur, que j'avais en tant que gardien de but. Et eux, ils sont capables de mettre des mots à ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi de s'allier aussi du domaine scientifique pour avoir aussi un recul sur ce qu'on est en train de dire, sur ce qu'on ressent et ce qui est quantifiable ou pas. Voilà. J'ai tellement de choses à dire bah, on va commencer, je pense, par les questions. Ouais, on va commencer par les questions. Ouais. Avec voilà, beaucoup d'humilité surtout. Je ne sais pas tout et je ne saurai jamais tout. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'emploie toujours la phrase, c'est que, en vérité, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, avec ça, on est bien pareil pour pouvoir commencer ce webinaire. Donc, voilà, je vais essayer de répondre à un maximum de questions avec la capacité que j'en ai, tout simplement. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, je me fais vraiment aider de personnes qui sont adeptes et surtout pointues dans ces domaines-là, au niveau scientifique, au niveau préparation mentale, etc. Et vous allez voir que toutes ces choses sont hyper liées. Voilà. Ok, Mika, merci pour cette belle introduction. Alors, on va démarrer par le premier thème, si tu es d'accord. Donc, ce qui est en lien avec l'entraînement cognitif. Et la question à 100 000 euros, la question qui tue et qu'on se pose très souvent, c'est finalement pour toi,
qu'est-ce que l'entraînement cognitif en football? Bah déjà, la définition de cognitif, je vous invite à aller la voir sur le dictionnaire. C'est quelque chose qui est assez conséquent, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, comment vous désignez le mot cognitif? Alors, cognitif, ça incorpore énormément de mots, quoi. C'est l'étude des activités psychologiques. Donc il y a la perception, il y a l'intention, il y a la mémoire, le langage qui développe le processus intellectuel. Donc, après, la cognition aussi, c'est l'ensemble des fonctions qui sont liées à la connaissance. Donc, à la connaissance du métier du footballeur. Alors là, en l'occurrence, moi, c'est le gardien de but. Mais je pense qu'elle est utilisable aussi sur les joueurs de champ, etc., etc. Donc, après, par rapport à tout ça, il y a le système d'activation. Alors, avec tous les artifices qu'on peut avoir, comment dirais-je, sur le développement des exercices, avec le WITI, avec euh, j'ai un trou de mémoire, alors, il y a eu WITI, il y a le Blespod, FitLight, pardon. le FitLight, ouais. Ouais, FitLight, ouais, Blespod. exactement. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est de l'activation. Après, ça n'engage que moi. Et donc, ça, c'est un processus qui s'utilise de manière extérieure du terrain, de manière de transfert terrain et de manière sur le terrain. Donc, ça a plusieurs effets. C'est-à-dire qu'on va s'activer de manière à découvrir des lumières, etc., etc. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on a comme transfert qui peut nous aider pour aller sur le terrain? Donc, c'est ça, la grande question, elle est là. Et donc, il y a des protocoles qui sont en place, il y a des protocoles qui sont mis en adéquation avec la relation entre le terrain et le on va dire, la préactivation à l'entraînement, donc en salle. Donc, il y a tous ces processus qui se mettent en activation. Et aujourd'hui, la science, sur certains comment dirais-je, protocoles, nous dit que ça marche ou ça ne marche pas. Et donc, moi, par rapport à tout ça, ce que je fais, c'est que je me fais aider de gens qui sont spécialistes et qui m'aident au quotidien sur ce que je peux ressentir et sur ce que je vois, sur aussi l'attention des joueurs par rapport à ce qu'on leur demande. Il y a l'âge aussi, il y a aussi la capacité du gardien ou du joueur à encaisser cette méthode de travail, à accepter aussi la relation hors terrain, la relation sur le terrain. Donc, c'est tous ces processus qui sont mis en place qui font qu'à un moment donné, il y a une trame de travail. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, c'est de savoir à quel individu on a affaire. Donc, que ce soit un gardien, un joueur. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il va apprendre, comment il va sentir les choses et surtout, qu'est-ce que ça va lui apporter. Donc, comment on va l'entraîner de manière optimale à ce que il soit performant sur le terrain. Voilà, parce que l'idée directrice, c'est on voit plein de choses hors terrain. Est-ce qu'il y a un lien terrain? C'est ça qu'il faut vraiment sensibiliser. Ok, donc oui, effectivement, toi, ce que tu veux souligner, c'est que l'objectif principal, en tout cas dans le cadre de l'entraînement cognitif, c'est de donner du sens entre ce que on va proposer, mettre en place à l'entraînement et ce que le joueur va réellement avoir comme type de stimuli, par exemple, sur le terrain. Parce que si on est sur les types de stimuli lumineux, comme on peut voir, ça mobilise les aspects cognitifs, mais ça reste quand même éloigné du stimuli réel que le joueur va retrouver sur le terrain. C'est ça, en fait, que tu veux dire? Ouais, exactement. Alors moi, si tu veux, moi, la cognition, pour moi, la vraie cognition, elle se fait dans le jeu. Alors, pour moi, tout ce qui est autour que j'utilise, c'est de l'activation. De l'activation, de la perception, de la prise d'information, mais qui peut être un élément très intéressant sur l'activation à la performance. C'est-à-dire que pour moi, les vrais stimuli visuels vont se faire dans le jeu. Donc, dans la capacité à mémoriser dans un schéma tactique contre qui je joue, avec qui je joue,
les systèmes tactiques qui vont m'être proposés d'un point de vue sortie de balle ou d'un point de vue équipe adverse. Voilà. Après, il y a toutes ces activations qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que la science nous montre que tous ces stimuli-là ont une incidence sur la prise d'information et l'évaluation de ce qui peut se passer. Après, il y a la notion aussi de trajectoire. Aujourd'hui, après avoir essayé énormément de trucs, de matériel, d'exercices, etc., rien ne va remplacer l'évaluation du terrain, quoi. Les distances, aujourd'hui, aucun appareil peut nous donner la possibilité de pouvoir évaluer des distances. Si on n'est pas sur le terrain, ça va être très compliqué. Alors, il y a aussi la question qui avait été posée, c'était est-ce qu'on est capable de valoriser aujourd'hui ou de quantifier ce qu'on peut faire au niveau mental au même titre que la préparation physique sur une évaluation. Et moi, je dis que c'est difficile parce que aujourd'hui, il y a juste le RPE. On est capable de pouvoir sensibiliser ça. C'est le même concept que la préparation physique. Et donc aujourd'hui, il y a des programmes qui sont faits en conséquence et avec des niveaux, comme on dirait un jeu vidéo, quoi. On a la capacité d'avoir les niveaux et d'atteindre des niveaux pour avoir une base. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, et même dans l'armée, il n'y a pas de comment dirais-je, de curseur qui soit capable d'évaluer vraiment dans quel état ton gardien est au niveau de l'apprentissage de tous ces stimuli. Parce qu'il faut savoir que c'est exactement la même chose qu'une préparation physique. Alors, par expérience, le fait de faire travailler quelqu'un d'un point de vue cérébral a autant d'incidence et même plus que quand on fait travailler et qu'on a une surdose au niveau de la préparation physique. Donc ça, c'est important, il faut vraiment le prendre en compte parce que la capacité comment dirais-je, à jauger et surtout à réguler la préparation physique, elle se quantifie. Aujourd'hui, au niveau de la quantification de la charge cérébrale, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en préparation physique, on a une gêne, on a une sensibilité par rapport à un muscle qui va, entre guillemets, tirer la sonnette d'alarme par rapport à une éventuelle blessure, etc., etc. Tandis que dans la préparation cérébrale, on n'a pas vraiment de stimuli, de marqueurs qui vont nous permettre de dire attention parce que là, on est en surdose, peut-être vers un burn-out, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, et c'est pour ça que moi, je suis, entre guillemets, en collaboration avec les personnes qui sont sensibles à tout ça et surtout spécialistes de ça pour m'aiguiller et m'aider sur ce genre de situation parce que dans la tête de quelqu'un, on n'est pas spécialement, quoi. Donc, on a ce système de RPE qui nous permet de visualiser un petit peu au faciès, à la fatigue, à des signes qui peuvent nous renseigner sur ce qui peut se passer de dangereux, quoi, tout simplement. Et ça, c'est difficile à voir, comment dirais-je, d'un point de vue visuel, quoi. On commence à s'habituer, mais est-ce qu'on a les bons références? Ça, c'est autre chose. Ouais, d'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, si on va répondre à la question 2 et 3 qui nous ont été posées, il n'y a pas véritablement, à ta connaissance, d'indicateurs qui vont permettre de mesurer la charge cognitive, ou en tout cas, ça va être des indicateurs peut-être d'observation sur le joueur par rapport à sa prise de décision, c'est-à-dire, je ne sais pas, hein, l'augmentation, par exemple, du nombre d'erreurs ou du niveau d'erreurs par rapport à la situation dans laquelle il est, ou comment ça peut finalement se… Ouais, exactement. Après, si tu veux, ça sera le sujet de l'intervention au mois de juin. C'est que, alors, Romain Bordas est un expert dans ce domaine, donc il pourra expliquer mieux que moi ce qu'il fait et comment on travaille, ainsi que Nicolas Marché. Ils ont établi des protocoles de travail, que ce soit avec le neurotracker, que ce soit avec différents systèmes de protocoles qui font qu'à un moment donné, sur certains processus d'apprentissage, ils sont capables de dire, tu vois, là, il est en déficience. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a une sensibilité peut-être de fatigue, etc., etc.
Mais donc, il faut toujours le visualiser et le juger par rapport à un état de forme, un RPE, quoi. C'est-à-dire que prendre connaissance de comment est le joueur par rapport à ce qu'on lui propose, et puis de voir un petit peu, aujourd'hui, il est fatigué, donc il va répondre moins vite avec la capacité de répondre sur un chronomètre ou des choses qui sont bien spécifiées. Un programme qui, d'habitude, le fait vraiment très rapidement. Donc là, on s'aperçoit vraiment qu'il y a vraiment un problème. Il a du mal à s'adapter à la vitesse. Est-ce que ses yeux vont au bon endroit, etc., etc. Mhm. Donc là, il y a plein de tests qui te permettent d'avoir comment dirais-je, une jauge, on va dire une jauge, j'appelle ça une jauge, moi, pour voir un petit peu si tous les signaux sont au vert ou pas. Alors, eux, ils ont la capacité de développer des logiciels qui leur permettent de pouvoir spécifier tout ça. Oui, d'accord. Mais par exemple, si toi, tu es tout seul avec tes gardiens dans un club amateur, il va falloir beaucoup parler avec eux, de toi, de repérer les stimuli qui font qu'à un moment donné, tu te dis, ben, tu vois, il a du mal à s'adapter, il a du mal à suivre l'action, etc., etc. Donc, c'est plutôt, toi, plus de l'observation. Oui, d'accord. Ok. Et j'en reviens un peu toujours à cette charge cognitive parce qu'une des questions, ça avait été comment évaluer le potentiel cognitif du joueur ou du gardien de but. Euh, alors, on est sur un autre domaine, mais est-ce que toi aujourd'hui, tu as par exemple des outils qui te permettent d'évaluer son potentiel du moment et te dire à un moment donné, voilà où il en est sur telle fonction exécutive. Bon, parce que là, on n'aborde pas ce soir les fonctions exécutives. Les fonctions cognitives, il y en a plusieurs, mais te dire, il est capable, je ne sais pas moi, d'avoir une capacité d'anticipation ou d'inhibition qui est importante. Par contre, sur sa capacité attentionnelle, il a des difficultés sur sa capacité perceptive, ses compétences de perception à T+1, par exemple, d'anticipation, il est en difficulté aussi. Est-ce que toi, tu as des repères, des outils à nous partager ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est un peu au balbutiement aussi? Voilà, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Ben, euh, pour moi, c'est au balbutiement, oui. Ouais. Parce que aujourd'hui, il n'y a aucun appareil qui est capable de quantifier ta charge cognitive. Alors, je te dis, il y a le développement de systèmes et de logiciels qui font qu'à un moment donné, les gens qui sont experts sont capables de te le transmettre. Mais si à côté de toi, tu n'as pas un peu de sensibilité, de regard visuel, et toujours pareil, de ressenti de communication avec l'athlète, à un moment donné, ça va être un peu compliqué Ouais. de pouvoir deviner, quoi. L'interaction avec Euh, lui. Ouais. ouais, tu dois avoir de l'interaction. Puis après, Ouais. sachant que nous, on a la possibilité de pouvoir développer ces logiciels. Pourquoi? Parce que on travaille aussi avec des universités qui nous permettent de mettre des étudiants et de nous donner des marqueurs qui nous permettent de voir ce qui peut éventuellement les gêner, etc., etc. Ouais. Et là, on parle de l'entraînement, on parle du stimuli d'entraînement, on parle d'échauffement, on parle d'activation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un élément qui est primordial dans le sport de haut niveau et même dans le sport amateur. Pour moi, c'est pas une question de niveau, c'est le stress. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le marqueur de stress qui peut venir complètement inhiber l'athlète par rapport aux performances. Et ça aussi, c'est quelque chose qui rentre en ligne au niveau des marqueurs. Ou alors, tu peux voir des gens qui soient des adeptes et surtout des experts à l'entraînement. Et quand tu arrives en match, eh ben, il y a l'inhibition, il y a l'environnement qui fait qu'à un moment donné, eh ben, ils perdent tous leurs moyens. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à apprendre avec l'armée, quoi, tout simplement, parce que eux, ils sont dans la capacité à gérer des événements en jouant à la vie, à la mort, et surtout en devant prendre des décisions claires et parfois très compliquées dans un élément de temps, de stress, etc., avec un milieu hostile. Donc, c'est grâce à tout ça où on a mis plein de protocoles comment dirais-je, de marqueurs qui font qu'à un moment donné, ben, on s'aperçoit que ben, peut-être que lui, il a besoin de travailler plus ça que ça par rapport à un autre gardien.
Mais moi, je trouve que plus ton gardien va lire les situations de jeu, plus il va être inhibé et concentré dans la source même du jeu, plus il va être, on va dire, hermétique à tout ce qui peut se passer à côté. Et c'est un petit peu la grande leçon que je retiens de l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité aussi à s'enfermer dans une bulle et être vraiment connecté avec ce qui se passe au niveau du jeu, quoi. Moi, je pars toujours des situations de jeu pour vraiment travailler la concentration, la visualisation de ce qui peut se passer en tant que, entre guillemets, possesseur du ballon pour construire avec ton équipe un système de jeu. Et puis aussi sur la transition, j'appelle ça le switch. Et puis après, l'activité du gardien à défendre correctement avec son équipe le but, quoi, tout simplement. Donc moi, voilà comment je vois un petit peu les choses. Surtout, ça reste que mon point de vue et avec un peu d'expérience que j'ai, c'est que pour moi, la vraie cognition, et Dieu sait que le mot est riche, elle se fait vraiment dans la sensibilité du jeu, de voir, de sentir quel attaquant j'ai en face de moi, quelles sont, entre guillemets, ses préférences d'attaquant, est-ce qu'il rentre intérieur, est-ce qu'il aime longer la ligne, rentrer et frapper. Il y a tout un travail aussi de décryptage de l'équipe adverse, etc., etc. Donc l'intelligence tactique à mettre en ligne de compte par rapport à tous ces stimuli qui, à un moment donné, vont te donner des détails pertinents et sur le jeu, quoi. Alors après, on peut s'amuser à faire plein de choses, hein. C'est pas l'imagination qui manque et c'est quelque chose qui m'anime énormément dans la capacité à donner des options à mes gardiens, aux joueurs aussi, parce que je travaille aussi avec les joueurs de l'équipe sur le développement de tous ces repères qui vont les aider à leur donner des compétences et des options supplémentaires à leur jeu, quoi, tout simplement. Ouais, ok. On finit la première partie avec une dernière question. Tu l'as évoqué tout à l'heure puisque tu as parlé des plus jeunes. Mais pour toi, à partir de quel âge on peut réellement démarrer l'entraînement cognitif? Et est-ce qu'il y a dans les âges de développement un âge qui est plus favorable? On parle souvent d'âge d'or des acquisitions à certaines périodes, qui est en lien avec la myélinisation, etc. Donc bon, voilà, quel est ton avis là-dessus, en fait? C'est une bonne question. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Après, c'est sûr que plus tu apprends jeune, plus tu développes, j'appelle ça moi une bibliothèque d'enseignement avec à l'intérieur un maximum de livres pour pouvoir aller chercher des solutions. Ouais, le répertoire cognitif, on peut parler de ça, de Ouais, répertoire alors cognitif. ouais, exactement. Ouais. C'est un répertoire cognitif qui fait qu'à un moment donné, ben, tu vas aller chercher une page qui va t'aider à l'option de la situation qui va s'opposer à toi, quoi, tout simplement. Ouais. Pour moi, c'est comme le système d'apprentissage, hein. Aujourd'hui, plus tu apprends de choses quand tu es jeune, plus tu as la capacité à pouvoir le développer et surtout à être, entre guillemets, à jongler avec tes options, quoi, tu vois. Après, alors je vais te parler du poste du gardien de but. C'est à partir du moment où tu développes quelque chose chez un gardien, il va falloir maintenant avec le poste et on va dire le gardien de demain, le développer de manière avec énormément d'options. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un gardien, tu lui demandes de faire plein de choses. Et donc aujourd'hui, si dans la base de l'apprentissage psychologique, tu n'as pas, entre guillemets, ouvert et développé toute cette capacité à avoir un jeu moderne, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que il va falloir que tu déstructures un petit peu ces apprentissages antérieurs pour pouvoir le développer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une transition dans ce que tu veux développer. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits du terrain par rapport à la tactique, etc., et l'utilisation, par exemple, que Marseille a du gardien, qui va être pas habituel chez lui. Donc, le système d'apprentissage, le système visuel, tout va changer, quoi. Donc, je te prends l'exemple, par exemple, du gardien de Marseille. Aujourd'hui, Paul Lopez, il joue très haut, avec une capacité à reculer très vite et même parfois à faire une course face au but
pour gagner son but. Donc, il y a tout un système qui fait que la prise d'information, la situation cognitive, le recul, parce que quand on recule, on n'est pas stable, donc on a une prise d'information qui n'est pas très… Alors, il y en a qui sont plus à l'aise en recul, en avançant, etc., dans le mouvement que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la sensibilité et surtout de repérer ce que ton gardien est capable de faire. Mais moi, je pars du principe où on apprend à tout âge. Aujourd'hui, l'élasticité cérébrale, elle se travaille à tout âge. Après, plus tu vas le travailler jeune, et plus tu vas activer ces systèmes cérébraux, on appelle ça les connexions des synapses, va te permettre de pouvoir développer tout ça. Ouais, effectivement. Mais je prends toujours l'exemple du permis de conduire et de l'auto-école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, à mon époque, il y avait une vitesse, il y avait 6 vitesses ou 5 vitesses, il y avait 3 pédales, tu arrivais dans la voiture, tu regardais, j'ai 2 pieds, il y a 3 pédales, il y a 6 vitesses ou 5 vitesses, comment je vais faire pour conduire? Sauf qu'à la fin, tu sais conduire, tu sais allumer l'autoradio, tu fais, entre guillemets, tu sais faire plein de choses, même si des fois, c'est pas autorisé. Il ne faut pas le faire, c'est pas ce que je veux inciter par où je veux inciter les gens. Mais la connexion, elle se fait de manière naturelle. Donc, ça fait qu'à un moment donné, tu es capable de gérer dans une voiture un petit peu énormément d'options. Donc, ça veut dire que plus tu vas apprendre jeune, plus tu vas être capable de gérer toutes ces situations-là, plus tu vas donner, comment dirais-je, de connaissances et de vécu et d'anticiper des situations, que ce soit sur la route ou dans le jeu. Et donc, pour moi, là, on est dans la vraie cognition et la vraie prise d'information. Et pour moi, après, tout ce qui est travail de FitLife, travail de Witty, travail de développement de l'activation, tout ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça va… Alors moi, à mon niveau, je ne suis pas capable de l'expliquer comme peut l'expliquer Nico ou Romain. Parce qu'eux, ils sont vraiment… ils ont fait des études pour ça et ils sont vraiment dans le développement de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on arrive à corréler tout ça, sensibilité terrain et sensibilité scientifique. Ça fait qu'à un moment donné, moi, je ne rentre pas dans le scientifique parce que je ne suis pas un scientifique et qu'eux, ils ne rentrent pas sur le terrain. Mais ça n'empêche pas de pouvoir discuter. Ça n'empêche pas de trouver des systèmes qui vont que le transfert va pouvoir se faire, etc. etc. Mais tout ce qui est développement aujourd'hui du cerveau, tout ce qui est développement de la partie psychologique, du travail, du jeu, de la pensée, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Parce que on a travaillé sur tout ce qui était développement de la préparation physique. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'on va travailler sur tout le développement de la partie cérébrale et mentale de tout ce qui peut se passer. Et donc, aujourd'hui, l'utilisation du cerveau, on est encore aux prémices de ce qui va se passer. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus de gens qui parlent de préparation mentale, d'aide mentale, enfin, sur tous les reportages qu'on peut voir, etc., etc. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais moi, ce que je dis, c'est que à aucun moment je ne peux rentrer dans le domaine scientifique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les compétences. Par contre, j'essaye de me renforcer et surtout de m'entourer de gens qui peuvent mettre des mots à ce qu'on ressent. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, il y a une complicité qui se fait. Et puis surtout, c'est tellement large et tellement passionnant que on peut en parler énormément. C'est ça le problème. Eh oui, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à échanger ensemble. Ouais, exactement. Mais c'est tellement intéressant que c'est super riche, quoi. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est que évidemment, plus vous allez démarrer l'entraînement cognitif, tu parlais tout à l'heure de plasticité cérébrale et les différentes connexions que les joueurs vont pouvoir créer grâce aux expériences qu'ils vont pouvoir vivre. Mais en fait, j'avais entendu parler de ça et le fait que l'âge soit une difficulté, c'est pas le fait qu'en fait les connexions ne se fassent plus. C'est qu'en fait, il y a des choses qui sont ancrées et qui se sont ancrées dans le temps
au travers d'expériences qui ont été vécues et qui ont été… Et finalement, c'est plus difficile de faire changer ça, même si les connexions et les nouvelles connexions neuronales au travers des sollicitations et des environnements, on parlait tout à l'heure en aparté des contextes, les différents contextes vont toujours mobiliser les ressources cognitives et développer les connexions neuronales. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, en fait, finalement, tu crées des chemins neuronaux qui sont plus difficiles quelque part peut-être à transformer. Et donc, finalement, en développant le plus tôt possible cet aspect cognitif, perceptif, décisionnel, forcément, tu vas habituer le joueur à pouvoir être efficace aussi dans son environnement. Après, tu as quelque chose qui est aussi intéressant, c'est le eye tracking. Alors, nous, on travaille depuis… ça fait moins 5 ans que je suis au PFC, on travaille là-dessus. Alors, je l'avais travaillé aussi avec l'armée quand j'étais en équipe nationale. Mais tu vois, le eye tracking va te permettre… on a une vidéo dessus sur le eye tracking? Ouais, tu m'as envoyé une vidéo? Ouais. Je la diffuserai après. Je la diffuserai après. Ouais, tu me diras, après, je pense que tu peux diffuser après par rapport à je diffuserai après. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis surtout, sujet à question. Après, le eye tracking, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que toujours pareil, sous couvert de la science. Et nous, on est en train de développer des protocoles de comment dirais-je, de vision et surtout de perception de ce que voit ton gardien et sur la pertinence de ce qu'il regarde. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il regarde, le gardien. Où il va chercher on va dire, ses marqueurs visuels. Et donc, nous, on s'est aperçu que nous, à force de travailler sur l'activation, etc., on peut même le travailler à la mi-temps du match, sur de la réactivation, etc., il y a des choses très simples à faire. On s'aperçoit que notre gardien avait la capacité de développer sa prise de vision et de décision très rapidement par rapport à un gardien lambda. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu arrives, il prend énormément on appelle ça le scan visuel de ce qui se passe dans sa surface, de ce qui se passe autour de lui, et qu'il arrive très rapidement à prendre les choses pertinentes pour lui, quoi. Et qu'il va aller chercher vraiment l'expert, il va vraiment aller chercher les choses pertinentes. Et ça c'est en parallèle avec l'armée, c'est-à-dire que dans les milieux hostiles, il faut vraiment aller chercher la pertinence de ce qui va se passer, quoi, tu vois. Avec la gestion du stress, avec la gestion de tout ce qui peut se passer dans l'environnement. Donc, il y a un travail, il y a une immersion pardon, dans le contexte qui est aussi importante. C'est-à-dire que dans un terrain hostile, ben, il y a la couleur, il y a ce qui se passe, il y a au match, c'est pareil, il y a la couleur de l'équipe que tu vas rencontrer, etc., etc. Donc, il y a des choses très simples à mettre en place à l'entraînement qui sont vraiment intéressants et qui, entre guillemets, qui ne coûtent pas cher parce que, alors nous, on a la chance de pouvoir développer des choses qui mettent en vision, en visu du matériel high-tech, pardon. Mais il y a des choses très simples à faire qui sont, entre guillemets, du budget de tout le monde. Parce que l'idée, c'est vraiment de développer des choses simples pour des entraînements, comment dirais-je, basiques, sans sortir des artifices quand on n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Rien que la couleur des maillots contre l'équipe que tu vas jouer le week-end, c'est juste… oui, tu préactives quelque part. Tu préactives quelque part les conditions contre lesquelles tu vas jouer. Alors là, je te parle de couleurs, je te parle d'équipement, mais je peux aussi te parler de contre qui on va jouer, quel système de jeu à l'équipe adverse, qui joue à 2 attaquants, 3 attaquants. Aujourd'hui, quelle est la qualité de l'avancement de l'équipe contre laquelle je vais jouer. Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes du domaine visuel. Et moi, je suis plus dans ce système de perception, d'apprentissage, de la vision, d'aller chercher, par exemple, Mbappé quand il rentre, intérieur qui frappe. Alors maintenant, il peut frapper premier poteau comme deuxième poteau, mais à l'époque, Thierry Henry, lui, quand il rentrait, il frappait toujours côté gauche du gardien. Donc, voilà, donc moi, la vraie prise d'information, la vraie sensibilité, elle se fait dans le jeu, quoi, avec des choses qui sont très simples à mettre en place, sans artifice, avec
la vision, par exemple, de ressortie de balle avec ton défenseur. Est-ce qu'il est droitier? Est-ce qu'il est gaucher? Dans quelle position il est? Est-ce qu'il veut recevoir le ballon? Est-ce qu'il est dos au jeu? Est-ce qu'il doit te la remettre? Est-ce que tu dois prendre une information côté opposé? Est-ce qu'il est seul? Est-ce que tu n'as pas besoin de prendre l'information? Voilà, c'est toutes ces options-là qui font que, pour moi, on est dans la vraie cognition. Ouais, je comprends. Je comprends. Et je t'explique. Après, le système d'activation, il est intéressant aussi, hein, Ouais. sur le développement d'être vraiment dans l'activation. Alors, il y a plusieurs activations pour être vraiment prêt au bon moment, sur l'échauffement, à la mi-temps du match aussi, parce que ce qui est important, c'est quand tu rentres à la mi-temps du match, c'est de te réactiver. Alors, on voit toujours d'échelle de rythme, etc., toujours basé sur le physique, mais jamais dans la capacité Exact. à te Exact. reconnecter de Ouais, ce qui va exact. se passer Tout à fait. au niveau de la concentration, etc. Ce qui peut expliquer parfois aussi que, en tant qu'entraîneur, on dit ils n'ont pas réussi à rentrer dans le match ou ils n'ont pas repris leur seconde période comme il fallait. Mais en fait, au final, c'est peut-être lié aussi au fait que d'un point de vue cognitif et sur les niveaux d'attention, ben, on n'a pas déclenché chez eux le moment qui permet tout de suite de basculer entre la période de récupération et puis le Mais début du match ou la mi-temps. Ouais. sachant que par expérience et surtout, les gens ne se connectent pas tous de la même façon. C'est Bien sûr. complètement hétérogène, quoi. Je veux dire, moi, je suis capable de passer 1 heure avec quelqu'un sur un travail cognitif, et puis il y en a, c'est 20 minutes, hein, c'est 15 Ouais, minutes. ouais. Oui, tu Donc, m'expliquais ton gardien. Ouais, ouais. voilà, t'as tous les, comment dirais-je, t'as tous les phénomènes qui rentrent en ligne de compte par rapport à l'individu Bien sûr. que tu entraînes, quoi. Ouais. Le temps passe, Mika. On va faire une dernière question sur ce qui nous a été demandé. Puis après, on prendra le temps vraiment d'échanger parce que ça fait déjà quasiment Mais le problème, 40 c'est que minutes, 45 minutes que… ouais, le problème, c'est que le sujet est tellement riche que tu Eh oui, bien peux, sûr, bien sûr. voilà, au niveau des structures Mais et tout, c'est très bien, c'est très bien. Alors, pour toi, bon, tu as parlé du jeu. Je pense qu'il y a une question qui a été posée sur quels sont les procédés d'entraînement qui sont les plus adaptés pour développer les capacités cognitives. On est d'accord si aujourd'hui, on dit souvent que le jeu est le meilleur des entraîneurs. ouais. On est d'accord pour dire aujourd'hui que le jeu reste quand même la tâche, moi c'est ce que j'appelle une tâche d'entraînement représentative, la tâche d'entraînement qui va permettre finalement de développer le plus les fonctions cognitives du joueur. On est d'accord Ouais, là-dessus? pour moi, oui. Pour moi, Ouais. oui. Pourquoi? Parce que tu es en interaction complète, quoi. Ouais. Après, tu as Ouais, les les systèmes de jeu, stimuli, ouais. voilà, les stimuli sont tous en activation. Donc, alors moi, je fais une licence là-dessus, sur le poste du gardien de but, d'un point de vue psychologique et l'évolution des entraînements par rapport au système d'apprentissage. Et aujourd'hui, comment tu utilises ton gardien dans le schéma tactique? Bien évidemment, il y a des repères visuels et visio-spatiales qui sont hyper intéressants, quoi. Pourquoi? Parce que Sampoli utilise son gardien différemment que Ederson et Guardiola à Manchester City. Donc, voilà, c'est un poste qui me passionne énormément. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher les systèmes d'activation, le cognitif par le jeu, quoi. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Et puis, la préparation, l'anticipation des actions qui peuvent se dérouler pendant un match, quoi. Et donc là, vraiment, tu es vraiment dans l'activation et dans la sensibilité du match, quoi. Et donc, c'est à toi d'aller chercher les repères visuels qui vont t'influencer et anticiper sur un ballon en profondeur ou sur un centre, etc., etc. Donc, Ouais. il y a tellement de choses qu'on peut développer qui sont hyper intéressantes, quoi. Ok, Mika. Écoute, on va s'arrêter là, je pense, pour la première partie questions, réponses aux questions. Alors, évidemment, on n'a pas pu tout traiter, mais je pense que c'est important qu'on ait un temps d'échange avec les personnes qui sont présentes. Voilà, donc, si vous voulez poser vos questions, soit par écrit, comme l'ont fait certains d'entre vous, soit si vous voulez ouvrir le micro pour pouvoir prendre la parole, c'est avec grand plaisir. Il y a une première question qui a été posée donc, par Adrien qui nous demande, étant en charge du pôle U6-U9 d'un club amateur, donc on est vraiment chez les tout petits,
Sous quelle forme pourrions-nous proposer du cognitif autre que le BlessPod? Donc, le BlessPod, tu connais Mika, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, c'est les sources lumineuses qui donc permettent de prendre une information et puis de décider en conséquence. Donc, il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec ça, tout en gardant l'accent sur le ludique, qui est fondamental à cet âge. Donc, voilà. Pour toi, est-ce que tu as des exemples concrets sur des petites catégories 6 9? Est-ce que tu pourrais raconter, s'il te plaît, ce que vous mettez en place pour… c'est en lien pour moi avec les aspects cognitifs parce que quelque part, c'est tout ce qui est en lien avec l'attention. Notamment les parents qui viennent… je te laisse expliquer parce que j'ai trouvé ça hyper riche et intéressant dans le procédé. Alors donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'attache une grande importance à l'environnement de ce qui va se passer le week-end. Donc, ça peut être la pluie, ça peut être… Donc, j'ai installé plein de choses dans le centre d'entraînement. Ça peut être… alors, le vent, je n'ai pas encore installé une chaufferie. Je plaisante. Donc, ce qu'on a fait avec les jeunes, c'est que je me suis aperçu que les jeunes, à l'entraînement, quand ils avaient un contexte d'apprentissage qui était relativement serein, ils n'avaient aucun problème. Le problème, c'est quand on va le samedi où ils jouent, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on a le problème des parents, qui devient vraiment un très gros problème sur l'insistance des parents à commenter ou à replacer le gardien, etc. etc. Et donc, nous, on a vu qu'il y avait une incidence sur le comportement du gardien parce qu'il avait du mal à retranscrire ce qu'il faisait à l'entraînement par rapport au match. Donc, on s'est aperçu que le jour du match, il y avait plein de choses parasites, alors que ce soit des encouragements bienveillants ou des critiques ou le papa qui n'arrêtait pas de parler à son gardien pour le replacer, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout ça en ligne de compte et puis une fois par semaine, on demande aux parents, on demande à des personnes qui sont présentes de perturber le gardien. Donc, soit en l'encourageant, soit en l'interpellant. Et on s'est aperçu que le fait de les préparer à ça et d'anticiper tout ça, ça leur permettait de se focaliser vraiment, de se mettre dans une bulle pour aller vraiment repérer et surtout être en symbiose avec le jeu. Et donc, le fait d'anticiper tout ça, à la fin, ça devient quelque chose qui, pour eux, devient naturel. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Là, on parle de concentration, on parle d'éléments extérieurs qui viennent vous perturber. Donc, on crée une bulle autour des garçons qui vont leur permettre tout au long, entre guillemets, s'ils ont l'occasion de pouvoir faire une carrière, de déjà anticiper ce qui peut se passer vraiment au très haut niveau. Et donc, on s'aperçoit aussi que ces garçons-là ont une capacité à faire glisser les émotions de ce qui peut se passer derrière et arrivent par la répétition des entraînements de ce genre à complètement oublier et de ne plus entendre de ce qui se passe et que ça ne les influence pas dans leur jeu, tout simplement. Et de vraiment être concentré sur l'essence même du jeu et des repères visuels qu'il peut y avoir, que ce soit avec mon équipe sur la possession du ballon et avec l'équipe adverse sur les points forts, éventuellement d'un attaquant, comme j'ai pu le dire auparavant. Donc ça, là, on est vraiment sur quelque chose qui, pour moi, est de l'aspect cognitif et sensibilité de la relation que tu peux avoir avec un élément extérieur. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être transférable de l'entraînement au match. Parce que la grande difficulté qu'on a, c'est que à l'entraînement, ça passe tranquille. On peut très bien se concentrer, par exemple, dans une salle avec les wikis, etc., etc. Mais le fait de rajouter, par exemple, un élément extérieur comme le chant des supporters, comme quelqu'un qui passe devant les wikis, qui crée du mouvement. Et là, vous allez voir que la personne qui est, entre guillemets, concentrée peut très vite perdre ses moyens par un élément perturbateur qui vient vraiment le déstabiliser. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être comment dirais-je, un papier qui vient passer devant le petit ou des choses comme ça. Et vous allez vous apercevoir que
À partir du moment où il est dans ses éléments et sa concentration, il y en a qui sont perturbés par pas grand-chose. Et Ouais. donc, le système de travail, il est hyper intéressant là-dessus. Ouais. Et nous, on a développé ça et on s'est aperçu que ces garçons-là avaient la capacité comment dirais-je, à pouvoir prendre sur eux ou jouer avec ça de manière naturelle. Est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, je me lance sur une question, on parle de concentration, donc on va parler plutôt d'attention aussi, puisque c'est voilà, d'attention focalisée. Est-ce qu'on peut dire que le niveau d'attention ou l'attention est en lien finalement avec l'intention que je vais mettre? C'est-à-dire, si j'ai l'intention de me focaliser sur des éléments qui sont des éléments importants dans le match, ben, finalement, mon niveau d'attention, il sera plus important et plus efficace que si je n'ai pas l'intention réelle ou une intention spécifique et particulière de centrer mon attention. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Mika? Ben moi, je pense que, L'intention, quoi, l'intention moi, je pense que dans l'attention. déjà l'attention, tu dois la fixer sur l'essence même de notre sport, c'est-à-dire le football. Tu dois être capable de lire les interactions qui se passent dans ton équipe, sur des mouvements de passe, sur toi, ta capacité à jouer avec ton équipe ou pas. Donc, de trouver des angles de passe, des positions, etc., etc. Donc là, on appelle ça une intelligence, même si j'aime pas trop ce terme intelligence tactique. Cette capacité à pouvoir développer cette ouverture d'espace, etc., qui te permettent de vite anticiper ce qui peut se passer quoi, sur un pressing adverse, etc. Donc, si tu veux, moi, pour moi, les vrais marqueurs sont dans le jeu. Et à partir de ce moment-là, si tu es concentré au jeu, eh ben, quelque part, tu vas faire abstraction un petit peu de ce qui se passe, Ouais, je comprends. de l'environnement. Tu vois. Après, tu as toujours, plus tu montes, plus le stress est, pour moi, est le facteur un petit peu, et même Ouais, primordial d'un métier de sportif de haut niveau. Donc, il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre, comme je t'ai dit auparavant, par rapport à cet entraînement qu'on a mis en place par rapport à ces jeunes-là. Mais tu t'aperçois que dès que le cerveau a la compréhension et surtout à assimiler un petit peu ce qui se passait et ce qui se passait dans l'environnement, bah, tu étais plus dans l'acceptation et surtout, comme tu l'as vécu, ça devient, entre guillemets, plus facile à gérer. Ah ouais, une nouvelle expérience. Voilà, exactement. Ce qui est déstabilisant, c'est de rentrer dans un espace où tu ne maîtrises rien. Je te donne un exemple. C'est comme si toi, tu faisais partie des forces spéciales et que tu ne t'étais pas entraîné de manière, comment dirais-je, en adéquation avec ce qui va se passer. Donc, ça va des couleurs des maillots, ça va du camouflage, par exemple, de l'armée. Ouais, bien sûr. Je te dis, voilà, moi, j'ai tellement fait de stages à l'armée que ça m'a ouvert les yeux sur plein de Ouais. choses. Aligner le contexte d'entraînement le plus Aligner le souvent contexte possible le plus avec souvent le match. possible avec le match, Oui, bien exactement. sûr. Parce C'est que le pourquoi premier entraînement cognitif, quoi. Oui, bien bah, sûr. pour moi c'est le premier Ouais, entraînement cognitif. ouais, ouais. Après, savoir si ton défenseur il est droitier, gaucher, comment il se présente devant soi, est-ce qu'il est marqué, est-ce qu'il n'est pas marqué, Oui, est-ce oui. qu'il veut le ballon dans l'espace, est-ce qu'il veut le ballon, comment dirais-je, sur une remise et jouer côté opposé, tu vois. Pour moi, tous ces marqueurs-là de vision par rapport à que ce soit l'adversaire ou ton défenseur, tu me posais la question de développer un entraînement sur les jeunes de 6 à 8 ans ou 9 ans. Et ben déjà, mets-toi en face dans une situation de jeu, de voir comment on va demander ton défenseur ou ton milieu de terrain le ballon. Et déjà, là, tu as une action cognitive par rapport au système de jeu, par Ouais, rapport au bien sûr. jeu, par rapport on va dire, à la photographie et au scanner qu'a ton gardien par rapport aux joueurs, hein, tout simplement, de ce qui se passe à l'instant T, de la situation, etc., etc. Ouais, ok. Très bien. Je pense qu'on évoquera sur un autre webinaire des tâches d'entraînement représentatives de type procédé, tâches d'opposition
ou tâches d'exécution, exercices, jeux, qui nous permettront, Adrien, de voir en détail en fait ce qu'on peut mettre en place sur ces petites catégories-là. Une autre question d'Habib, c'est marrant Mika parce qu'on en parlait récemment, l'impact de l'émotion sur la cognition et notamment sur certains profils de joueurs. L'émotion dans la cognition. Alors là, on est complètement dedans. Et c'est ce que je disais un petit peu avant. Là, pour moi, l'élément de stress, l'élément de perturbation, c'est quelque chose qui est au haut niveau, même au niveau amateur. Hein. Après, la gestion du stress. Est-ce qu'on peut appeler ça… alors, en PNL, on appelle ça les marqueurs somatiques. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Alors, on est plus ou moins sensible à… Après, tout dépend de l'individu. Donc, on revient toujours à l'individu. Hein. Avant d'entraîner un sportif, on entraîne un homme. Hein. Et un individu, on entraîne un athlète avec des émotions, avec une journée de travail pour les amateurs. Ça aussi, il faut le prendre en ligne de compte. Moi, je vois au niveau des gardiens, c'est exactement pareil. Est-ce qu'il a passé une bonne nuit? Est-ce que ses enfants lui ont permis de passer une bonne nuit, etc. Comment ça va dans sa vie? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est en instance de divorce? Donc, il y a tous ces paramètres que tu dois prendre en ligne de compte et que tu dois savoir. Pourquoi? Parce que c'est hyper déstabilisant pour certains dans leur prise d'information, de décision. C'est pour ça que l'émotion, le stress sont un facteur qui sont, on va dire, pour moi, rédhibitoires pour le sport de haut niveau. Alors là, on s'intéresse et il y a beaucoup d'articles qui sortent sur l'accompagnement d'un préparateur mental. Mais moi, je trouve que c'est primordial d'avoir quelqu'un à qui parler ou quelqu'un à qui se confier, quelqu'un qui va vous aider à trouver des ressorts, comment dirais-je, qui vont vous aider à pouvoir performer. On peut le trouver dans le jeu, on peut trouver ça dans la concentration à être vraiment concentré sur ce qu'on a à faire. Mais aujourd'hui, la pression du public, la pression d'un score, la pression d'un match où tu dois aller pour pas perdre, la pression du classement, la pression du coach, etc., c'est des choses qui doivent être prises en compte et qui peuvent être complètement biaisées par rapport à des décisions ou par exemple, un exemple d'un match où tu commences, comment dirais-je, t'es en pleine euphorie où tout se passe bien, puis d'un seul coup, il y a une émotion qui vient d'arriver par rapport à une réflexion ou quelque chose qui vient te toucher. Et on le voit souvent dans les matchs, même de très haut niveau. Et à un moment donné, il y a une parole ou quelque chose qui vient complètement tout déstabiliser. C'est pour ça que dans cette gestion de stress et dans la gestion des émotions, les gens qui sont les plus à même à en parler, c'est quand même l'armée. Pourquoi? Parce que dans un territoire hostile, dans une confrontation avec ton ennemi direct, il y a quand même des choses qui sont et qui doivent être pertinentes. Pourquoi? Parce que ils vont t'apprendre à gérer le stress par rapport aux situations, etc. Mmh. Ouais, et il y a des niveaux d'intention, il y a des niveaux de concentration qui ne sont pas les mêmes lors d'un match de football. Donc ça veut dire que quand tu as fait un bel arrêt, bah, c'est bien, mais bon, généralement, si tu l'as détourné en corner, il ne faut pas que tes émotions sur l'euphorie de l'arrêt te fassent sortir et entre guillemets, te laissent passer au travers pour que après tu prennes le but, quoi. C'est comme, je vais te prendre un exemple de l'armée, c'est comme le tireur d'élite. À un moment donné, il va rester positionné pendant des heures, voire des jours peut-être, avec des activations, on va parler de comment dirais-je, de travail, d'hypnose, etc., qui ont l'habitude de faire. Puis à un moment donné, il va falloir shooter, donc il va shooter. Le problème, c'est que quand il shoot et qu'il touche, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où il a shooté, ben, il devient vulnérable. Pourquoi? Parce que le tir est parti et là, il est à découvert, entre guillemets. Et donc, c'est là où comme le gardien de but, quand il fait un bel arrêt ou qu'il vient de sauver son équipe, c'est de ne pas se relâcher et tout de suite se mettre en sécurité et de faire redescendre la gestion du stress et la capacité à prendre les bonnes décisions à être efficace, quoi. Bien sûr. Et c'est là où les émotions vont grimper, entre guillemets, ça va aller en haut, ça va aller en bas, mais
ça c'est un travail pour moi qui est primordial pour faire du sport de haut niveau. Et on l'entend sur Ouais, ouais, énormément d'articles. ouais. Surtout en ce moment, effectivement. Ouais. En Surtout ce en ce moment, moment. Donc, on a, sur la gestion des émotions, la gestion on a de des plus en plus. émotions, Ouais, ouais, exactement. Mais moi, je ouais, trouve ça extraordinaire. ouais. Et moi, je suis pour ça, quoi. Mais de toute façon, la capacité de s'entourer des gens qui sont experts en leur domaine, c'est vraiment une source de richesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu en apprends tous les jours. Bien Et sûr. ces gens-là vont te permettre de pouvoir, toi, et même toi, parce que on prend l'exemple du gardien de but sur le stress, et la question est très bonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va juger un gardien sur le stress, etc., etc. Mais toi, en tant qu'individu et en tant qu'entraîneur, est-ce que tu t'es jugé? Est-ce que tu sais Donc, prendre des bonnes décisions? Est-ce on, que on est en et- lien avec la connaissance de soi aussi, quelque Mais part. Hein. exactement. Mais Ouais. aujourd'hui, si toi, tu es excité sur le banc, ou soit et à un moment donné, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, et ben, tu sais que le stress, tu vas le transmettre. Donc, à un moment donné, toi aussi, il y a un travail à faire sur toi. Moi, j'ai quelqu'un qui m'aide à prendre des décisions, à me dire bah, attention, fais attention, parce que bah, là, tu n'es pas en mesure de prendre une décision. Et moi, c'est toute la découverte que j'ai eue avec l'armée sur les compétitions que j'ai pu faire avec la sélection nationale, après avec le championnat turc. Donc, tu arrives dans des situations où tu as l'impression de tout maîtriser, mais en vérité, à un moment donné, c'est comme les gardiens, à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui va faire que ben, tu vas être dépourvu de répondre une question à ton gardien parce qu'il ne se sent pas bien. Et moi, ça m'est arrivé. Donc, à un moment donné, ben, il va falloir gérer ce stress-là ou quelque chose qui arrive que tu n'as pas l'habitude, il va falloir le gérer. On reste des êtres humains Bien sûr. avant tout. Hein. Et, euh, et cette capacité à pouvoir encaisser ça et surtout ne pas le montrer. Mhm. Donc, quelque part, c'est aussi de servir de pare-feu par rapport à ton athlète, par rapport à quelque chose qui, toi, te touche et qui peut être, qui peut être sensible à ton athlète et qui peut complètement le désactiver par rapport à ce qu'il est venu faire. Ouais. L'entraînement, l'entraîneur, le climat d'apprentissage. Une dernière question de Johan qui demande en fait quel lien il existe entre les préférences motrices et les préférences cognitives. Alors là, Voilà, pour toi. alors moi, j'ai eu la chance d'être certifié dans Action Type. Donc, il y a un gros lien. Donc, je vais pas pouvoir l'expliquer parce que là, on en a pour. Et puis, mais il y a vraiment un lien. Il y a un gros lien sur préférence motrice, visuelle. On en parlait dans la capacité à voir ce que l'autre fait. C'est-à-dire dans la capacité à savoir avec qui tu joues. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Au même titre qu'un attaquant, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Quand il est orienté comme ça, quelle est sa préférence? Alors, je vais vous donner l'exemple de Thierry que j'ai donné tout à l'heure. À partir du moment où il rentre à l'intérieur, tu savais qu'il allait tirer par là. Mais après, pour moi, c'est la capacité à analyser un match, c'est la capacité à être sensible aux préférences qu'un attaquant fait. Donc après, il y a plein de choses qu'on peut, comment dirais-je, décrypter. Et là, c'est l'œil du tacticien, c'est l'œil on va dire le scanner visuel d'avec qui tu joues, de l'équipe contre qui tu rencontres, etc., des systèmes collectifs contre lesquels tu vas jouer. Et là, alors là, il y en a tellement à dire que. Ouais, Mais ouais. si c'est pour répondre est-ce qu'il y a un lien entre les préférences motrices cérébrales et tout ça? Oui, 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 oui. énormément, oui. Ouais, ouais. Énormément, oui. Bon, partons du principe que de toute façon, on n'est pas connecté de la même manière, qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent différemment chez les individus et que forcément, ces préférences motrices, elles sont liées aussi aux préférences cognitives et vice-versa. En fait, c'est une synergie quelque part entre C'est motrice, exa- cognitive, cognitif, motrice. OK. c'est exactement ça. On va conclure avec les questions. Bah, On finit. l'idée vraiment, c'est d'être dans l'observation. Tu vois. Ouais, l'observation en permanence Ouais, en de nos permanence, joueurs. ouais. Et puis après, on a tous des sensibilités on se dit souvent, putain, je l'avais senti, ça.
Ouais, exact. Et comme disait Einstein, hein, la créativité. Tu me l'as redit celle-là, d'Einstein, la Vas-y, créativité, je te la laisse. c'est l'intelligence. Vas-y, je te laisse conclure. Qui s'amuse. Ouais, voilà, exactement. La Ouais, créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. ouais. Donc, formons des joueurs créatifs. Exactement. Après, ça n'empêche pas d'être créatif. Et heureusement d'ailleurs, parce que Bien sûr, bien sûr. il faut que Ouais. le joueur s'approprie toute cette connaissance des situations de jeu, etc., etc. Ouais. Ok. Mika, je te propose de juste partager quelques vidéos que tu m'as envoyées sur les entraînements que tu proposes avec tes joueurs au Paris FC, si tu m'autorises à le faire. Ouais, ouais, non, mais sans aucun problème. Voilà, et puis je te laisse, puisque tu les as en visu, donc j'espère que la connexion va fonctionner. Je te laisse un peu commenter. Donc là, c'est sorti rien. Alors j'ai cherché un exercice donc là, c'est un ballon au sol, mais l'idée de cet exercice-là, c'est la prise d'informations dans le domaine aérien. Et donc, avec de l'activation et, euh, et une évaluation de trajectoire par rapport au passage du ballon. Donc, alors, c'est des choses qui sont mises en place depuis pas mal d'années. Ils ont l'habitude de le faire. Donc, c'est des choses qui sont assez complexes. Donc, là, c'est dans la complexité, mais comment dirais-je, il y a des choses beaucoup plus simples qui se mettent en route. Mais bon, eux, comme ils ont l'habitude de travailler là-dessus, l'idée, c'est de leur donner et de décupler toutes les visions, enfin, la vision latérale, périphérique, pardon, et la vision centrale, donc avec la prise d'information de ce qu'il peut y avoir dans la surface, etc., etc. Donc là, j'avais essayé de chercher à la base un exercice aérien. Donc après, j'ai colorié les têtes pour prendre l'information de où le ballon arrivait à proximité de la tête la plus proche. Et l'idée, c'est de travailler dans un élément, on va dire, presque naturel, une sortie aérienne, parce qu'on voit souvent des sauts de haies, etc., etc. Et là, je trouvais que, alors le fil est réglable hein, en hauteur parce que j'ai différentes, comment dirais-je, réglettes pour régler, comment dirais-je, la hauteur du fil et ça permet aussi de travailler comment dirais-je, la hauteur de la détente, etc., etc. Alors, ça, c'est d'autres exercices, mais on va Alors pas donc là, les. ouais. Voilà. Alors Alors, attends, je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y en a un que j'ai donc trouvé là, hyper intéressant. Attends, voilà, je reviens sur celui-là. ouais. Alors donc là, c'est en collaboration avec l'université de Rennes. On a développé un. Alors là, il faut mettre les lunettes. Donc on n'a pas les lunettes, mais l'idée c'est de retranscrire des situations tactiques de match dans un cave. Ils appellent ça un cave, et pour se rapprocher le plus de situations tactiques. Là, on est vraiment dans un stade, etc., etc. Donc dans la capacité à prendre les informations. Donc là, un peu, Voilà. Et ça là, va. on voit une C'est un flèche en peu, fait et les voilà, joueurs bougent, c'est voilà ça, et il doit exactement. repérer les joueurs un petit peu Donc comme le. c'est un neurotracker, C'est le neurotracker, mais dans un mais contexte qui se dans un rapproche contexte qui se ouais, rapproche le plus du match. le plus du Voilà, match. Ouais, voilà. ouais, Ça ok. c'est quelque chose qu'on a conceptualisé avec les chercheurs à Rennes pour essayer Ah, de donner bien évidemment des options supplémentaires aux joueurs ou aux gardiens ouais. pour pouvoir développer toute cette capacité. Et là, tu as le même système que Mbappé, tu l'avais tout Oui, à l'heure, oui, 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 mais, exact. Ouais. mais en transfert terrain, quoi, avec des prises d'informations et la capacité à te décaler, etc., etc. Donc là, il y a des signaux, des stimuli lumineux qui font que Exactement, le ouais. joueur se déplace Ouais, dans certaines zones d'accord, pour travailler là-dessus. voilà. Là, c'est un autre outil que tu as développé. Ouais, ouais, c'est un outil, c'est un peu un fit light, mais de manière, on va dire, contextualisée avec des mannequins. D'accord. Voilà, c'est quelque chose, c'est un prototype qui a été réalisé voilà, sur demande. Et donc après, tu as le système terrain, donc c'est voilà, pareil, système terrain avec. Donc là, tu mets ça en place sur le terrain et ça sert de repère en fait aux joueurs, comme si en fait c'était un partenaire ou un adversaire, enfin plutôt un partenaire parce qu'il a le maillot du Paris FC. Ouais, Donc on va dire exactement. que c'est un partenaire, Voilà. voilà. Et donc Et je le fais pareil avec le maillot de l'équipe adverse. Donc ça, c'est ouais. aussi intéressant. Si on n'a pas le maillot, on peut très bien prendre les couleurs de l'équipe adverse. Ah ouais.
Donc, et tu restes avec le système donc, de mannequin voilà, donc là, il va prendre, voilà, exactement. Là, il va prendre l'information du mannequin, de la couleur du mannequin pour prendre un petit peu le scan visuel de ce qui se passe dans sa surface de réparation. Ouais. Puis après, bon, bah, après, tu as la créativité d'exercice que Ouais, de l'exercice après derrière, par rapport à avec ce un que tu mets en enchaînement place. de. Ouais, ouais, d'accord. Exactement. Un Ouais. enchaînement de tâches. Voilà, donc là, tu es sur un jeu aérien avec une Ouais, relance et puis une situation de match, ouais. quoi. Donc là, Enchaînement de c'est tâches. Ouais, ouais, d'accord. enchaînement de tâches. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tes gardiens travaillent au pied aussi. Alors moi, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un gardien doit être capable de pouvoir jouer et avoir l'utilisation de ses deux pieds, Ouais. pas simplement que d'un pied. Donc là, tu es sur le système NeuroTracker, pas Neurotracker, dans le ouais. cave, mais mais sur l'ordinateur. Donc ça, Ouais. tu Alors, peux le mettre je vais juste la remettre un petit peu avant. Donc là, Voilà, vous donc voyez, en là, fait, c'est les il y a cibles à quatre flèches, repérer. Voilà, des c'est les cibles à cibles à repérer. repérer. Et après, donc, il y a un mouvement qui s'effectue des joueurs, un petit peu comme le neurotracker. Je dois t'avouer Voilà, que j'ai c'est ça. essayé de me tester dessus tout à l'heure. Ouais, Et je peux te dire que j'ai pas réussi à trouver tout de suite les quatre cibles. Même maintenant, tu vois, c'est un peu. ouais. C'est hyper complexe, quoi, en fait. Hein, mais, Voilà, et donc ouais, c'est comme un système de jeu vidéo où tu as des ouais, cibles, hein, donc tu dois valider, puis après, tu as un espèce de concours qui se fait entre eux. ouais. Et donc là, par rapport à la question qu'on a eue au départ, c'est que par rapport à tout ça, tous les résultats sont répertoriés par gardien de but ou par joueur. D'accord, ils se Et challengent donc entre eux. Ouais. et le résultat part directement quand la section est terminée au doctorant qui est en train d'analyser tout ça. Et par rapport à tout ça, il arrive à t'évaluer. D'accord. Donc ça sert d'outil d'évaluation, par exemple, pour tes gardiens de but, pour définir un Exactement. petit peu là où ils en sont d'un point de vue cognitif, perceptif ou Exactement. Et décisionnel. ça, et ça c'est compatible, comment dirais-je, dans le casque de réalité virtuelle. D'accord. OK. Voilà. Donc, c'est des programmes qui sont compatibles, casque de réalité virtuelle. Après, moi, je travaille avec je donnerai le nom, tu mettras un lien si tu veux, sur la personne avec qui je travaille en casque de réalité virtuelle, et sur des programmes pareils, avec le système de Wiki, etc. etc. Ouais. Donc, si tu veux, tu as le système de Wiki ou le système de Fitlight. Et par rapport aux touches que tu fais, donc tu as les manettes, tu as les pieds, les mains, et puis tu touches les manettes et tu as directement le résultat sur les touches, etc., qui vont directement en analyse. Et par exemple, nous, on le fait en proactive action. On peut le faire même, par exemple, à la fin d'entraînement pour voir un petit peu sur la fatigue, comment ils réagissent. Et donc, tous les résultats partent directement. Et si tu veux, une heure après l'entraînement, on a tous les résultats pour voir un petit peu dans quel état de fatigue ils sont, ou est-ce qu'ils ont bien réussi sur un état de fatigue à aller vite sur ce qu'on leur demandait, etc. etc. Après, c'est un système de jeu vidéo qui fait que tu as des analyses qui partent directement, qui sont surtout, comment dirais-je, élaborées, surtout mis en recherche, pardon, à l'université, ce qui nous permet d'avoir des données vraiment effectives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les cases de réalité virtuelle, il y a du eye tracking. Donc, ça permet de voir comment s'organise le gardien pour aller chercher les cibles, etc. etc. Et donc, tu as aussi un repère sur comment il prend ces informations. Au même titre que on fait du eye tracking en direct sur des situations de match. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler aussi avec l'Université de Rouen. Et on a 2 fois par mois quelqu'un qui vient, qui est dédié à ça, avec des lunettes de eye tracking. La séance est filmée. Il a les lunettes. Vincent, je crois que je t'avais envoyé une photo où Vincent, tu vois Vincent avec les lunettes. Et donc aujourd'hui, il y a la capacité à pouvoir voir ce qu'il voit et puis surtout à quel rythme il le voit et comment il prend ses informations. Et donc, tu t'aperçois que d'un gardien à l'autre, ils ne regardent pas tous la même chose. C'est-à-dire que parfois, le gardien va regarder les épaules et les autres les pieds. Donc, Ah ouais, ouais, ils n'ont pas les mêmes tu vois, sources d'informations. exactement. Donc, pareil, c'est hétérogène, quoi. Tu vois, Qui peut être en lien aussi avec les préférences visuelles, hein, vision haute, qui est vision en basse, par lien, exemple. qui est en lien,
qui est en lien. Mais ça, Donc, on peut. avec les Ouais, préférences motrices, Johan. Voilà, pour exactement. répondre Donc, il faut lier les deux, quoi. Mais après, sans rentrer dans les préférences motrices, vous êtes tous capables de voir un petit peu, et vous les connaissez mieux que personne, la sensibilité de vos gardiens. Vous dites, oh, lui, il a un bon pied gauche, ou il s'oriente super bien dans cette action-là. Donc, moi, c'est cette sensibilité que j'ai, et on arrive à me mettre des mots sur ce que je ressens. C'est ça qui est intéressant. Ce que tu es Ok, en train de Mika. parler là, ça correspond à ça. Voilà. Ok. Mika, je te remercie à nouveau pour Ouais, merci tout beaucoup. le temps que tu nous as Non, accordé. mais Et moi, puis, c'était encore hyper riche, hyper intéressant. Et puis, voilà, encore merci pour ta disponibilité, le temps que tu nous as donné. Et puis le fait que tu aies pu nous apporter quelques éléments, parce que comme tu disais tout à l'heure, le sujet est bien vaste. Donc forcément, ça n'est qu'une partie infime de ce que peut être l'entraînement cognitif. Et c'est la raison pour laquelle, avec Michael et d'autres experts dans le domaine, on vous propose une formation qui aura lieu au mois de juin à Aix-en-Provence, le 1er et 2 juin, une formation sur 2 jours où on rentrera dans le détail de l'entraînement cognitif en football avec, comme l'a évoqué tout à l'heure Mika, des experts comme Romain Bordas et Nicolas Marché qui travaillent, voilà, qui travaillent au niveau des neurosciences, qui ont créé leur structure aussi, qui accompagnent des sportifs de haut niveau. On aura la présence aussi de Laure Fernandez, qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et qui est experte aussi dans le domaine. Et finalement, l'objectif de cette formation de 2 jours, c'est de rassembler des experts de différents domaines et de pouvoir donner aux entraîneurs qui y participeront un maximum d'outils et d'éléments qui vont vous aider quelque part à être efficace et à appliquer des choses concrètes sur le terrain pour optimiser la performance de vos joueurs sur la structure cognitive. Voilà, donc je vous enverrai le lien si vous souhaitez. Je vous enverrai le lien aussi de la visio de ce soir pour que vous puissiez avoir tous les éléments à votre disposition. Et puis,